Bienvenue à la section 4, Régie des soins de santé des équidés. La santé des chevaux, des ânes et des mules a une influence directe sur leur bien-être. C'est pourquoi cette section est la plus longue du Code de pratique. Les propriétaires de chevaux et les personnes responsables de leur entretien doivent préserver la santé de leurs animaux par la prévention, la détection et le traitement des maladies. Ils doivent aussi leur fournir des installations appropriées et les alimenter correctement. Au cours de cette session, nous allons couvrir les programmes de régie de soins de santé, les chevaux malades, blessés ou en détresse, les soins dentaires, les boiteries et l'évaluation de l'état corporel. Chacun de ces éléments est essentiel au maintien de la santé de vos chevaux. Les programmes de régie de la santé doivent prévoir la relation médecin-vétérinaire-client-patient, les mesures de biosécurité, la régie des médicaments, la protection contre la vermine et les insectes, la vaccination, le programme antiparasitaire et la formation du personnel. En mettant le programme de régie des soins par écrit, on s'assure que tous les aspects du dossier seront présents et que tous les soignants, les membres de la famille et le personnel seront au courant du programme. Il faut travailler avec un médecin vétérinaire et d'autres spécialistes à l'élaboration d'un programme écrit de régie des soins et réviser le document avant d'apporter tout changement majeur sur la ferme. La relation médecin vétérinaire-client-patient, VCP, doit sous-tendre votre plan de régie des soins de santé. Cette relation est la pièce maîtresse de l'interaction entre le médecin vétérinaire, le client et les chevaux du client. S'il faut admettre que, selon les circonstances, il est parfois uniquement possible d'obtenir l'avis d'un médecin vétérinaire par téléphone ou par d'autres moyens de communication, il reste que les médecins vétérinaires jouent un rôle essentiel en vous aidant à respecter vos obligations en matière de santé animale. Il existe deux types de situations où la relation VCP est incontournable, dans les parcs d'engraissement et lorsque les propriétaires ou les soignants ont l'intention d'acheter et d'administrer des antimicrobiens. Le médecin vétérinaire assume la responsabilité de porter un jugement clinique et de formuler des recommandations sur la santé de l'animal et le bien-fondé d'un traitement avec médication. Le médecin vétérinaire a une connaissance suffisante de l'animal ou des animaux pour fonder son évaluation, poser un diagnostic et déterminer le traitement en fonction de l'état de santé de l'animal ou des animaux. Cela signifie qu'il a récemment examiné l'animal ou les animaux ou qu'il les a déjà examinés à intervalles appropriés dans les installations où ils sont logés et qu'il possède les connaissances requises sur la garde et le soin des animaux en question. Le client a accepté de suivre les recommandations et les prescriptions du médecin vétérinaire. Le médecin vétérinaire est disponible ou a organisé une évaluation de suivi, en particulier en cas d'effets indésirables ou d'échec du plan de traitement. En ce qui concerne les soins vétérinaires, votre plan doit prévoir des visites vétérinaires régulières faites à titre préventif afin de réduire le risque de situations d'urgence. Votre plan doit comporter une description des critères requis pour appeler un médecin vétérinaire, ainsi que de l'information concernant la manière d'obtenir l'avis d'un médecin vétérinaire sur le traitement adapté à la maladie et doit aussi prévoir la présence d'une personne compétente pour manipuler les chevaux lors des visites. Le prochain thème de la présente section est la biosécurité. On y présente un ensemble de protocoles ou de lignes directrices visant à prévenir l'introduction des maladies dans une ferme ainsi que leur propagation aux autres fermes. Les chevaux récemment introduits ou retournant à la ferme après un séjour à l'extérieur présentent l'un des plus grands risques de transmission des maladies infectieuses. Dans certains cas, le cheval peut être porteur d'une maladie sans présenter de signes apparents. Ces animaux porteurs peuvent jouer un rôle important dans la transmission de la maladie. Pour cette raison,
Votre protocole de biosécurité doit prévoir de séparer les nouveaux arrivants des chevaux résidents pendant au moins 7 jours et de surveiller leur état de santé. Les maladies infectieuses peuvent également être transmises par des personnes, vêtements ou chaussures, par d'autres animaux, chiens, animaux sauvages, et par des objets souillés ou insuffisamment désinfectés, harnais, équipements de pansage, licots, seaux à eau, remorques. Il est préférable de mettre par écrit de tels protocoles, plus particulièrement sur les fermes comptant un grand nombre de chevaux. Un module spécialement conçu sur la biosécurité fournit des conseils sur les éléments de base de la biosécurité et sur l'élaboration de votre plan. Aucun médicament ne devrait être administré, particulièrement les médicaments sous ordonnance, sans le conseil d'un médecin vétérinaire. Certains remèdes peuvent être inefficaces ou même dangereux, notamment les produits naturels et à base de plantes, les suppléments, les médicaments sans étiquette, non testés et non réglementés, et les médicaments dont l'emploi ne serait pas conforme à l'usage pour lequel ils ont été conçus et homologués, c'est-à-dire usage au-delà de ce qui est indiqué sur l'étiquette. Les médecins vétérinaires, pharmaciens, pharmacies vétérinaires et les points de vente autorisés de médicaments pour animaux sont des sources réglementées pour l'obtention des médicaments. Avant l'administration d'un médicament ou d'un remède, lisez attentivement l'étiquette et discutez de son innocuité et de son usage approprié avec un médecin vétérinaire. Il importe également de ranger correctement les médicaments pour en protéger l'efficacité et éviter les accidents. La protection contre la vermine et les insectes volants est un élément essentiel d'un programme complet de régie des soins de santé, car ces parasites peuvent transmettre des maladies et causer de l'inconfort aux animaux. Votre plan de régie doit prévoir des méthodes de surveillance et de contrôle de la vermine, comme des pièges à souris et des dispositifs d'effarouchement des oiseaux. Le programme optimal prévient l'intrusion des animaux sauvages et de la vermine dans les endroits où sont logés les chevaux et élimine aussi les endroits sur la ferme pouvant leur fournir un abri et une source de nourriture. Le programme doit prévoir des mesures de protection des chevaux contre les insectes trop accablants. Exemple, héberger les chevaux à l'intérieur durant les périodes où les insectes sont plus particulièrement voraces, soit à l'aube et à la brunante, appliquer des produits insectifuges, utiliser une couverture anti-moustique. Enfin, il faut adopter des protocoles afin de réduire les endroits où les insectes se reproduisent, c'est-à-dire retirer les crottins ou couvrir les amas de fumier, contrôler la prolifération des moustiques en nettoyant les abreuvoirs et éliminer les points d'eau stagnantes. Les vaccins occupent une place importante dans votre plan en apportant une protection contre certaines maladies infectieuses, sans toutefois éliminer complètement le risque de maladie. Une bonne régie globale, axée sur le contrôle des infections, demeure donc essentielle, même pour les chevaux vaccinés. Bien que les vaccins occasionnent des frais, ces coûts sont généralement moindres que ceux dus au traitement d'une maladie infectieuse. Les directives sur la vaccination varient d'une région à l'autre. Elles doivent aussi tenir compte des risques d'exposition. Un renvoi aux directives de l'American Association of Equine Practitioners est fourni à la page des ressources. Le Code recommande de consulter un médecin vétérinaire pour élaborer un programme de vaccination, lequel devra comprendre des conseils sur l'entreposage à la ferme et l'administration des vaccins. Si vous gardez des chevaux pour la reproduction, vous devez vous assurer que les juments poulinières reçoivent les vaccins appropriés pour la région et que les poulains sont correctement immunisés, vaccins primaires et rappels, car cela aura un effet sur leur réponse aux vaccins à un stade plus avancé de leur vie. Vous devez tenir un registre des vaccins administrés, un carnet où vous indiquez les vaccins, l'identifiant de l'animal vacciné, la date de la vaccination et les éventuels effets secondaires. Vous devez toujours connaître le statut de vaccination des nouveaux venus et voir à ce qu'ils soient adéquatement vaccinés.
Les vaccins ciblent les parasites internes, mais les parasites externes, tels que les poux et les tiques, affectent également les chevaux. La lutte contre les parasites internes est essentielle au maintien de l'efficacité alimentaire et de la santé des chevaux. Les poulains et les chevaux âgés, ou ceux dont le système immunitaire est affaibli, sont particulièrement vulnérables aux parasites internes. Pour ces raisons, le Code exige de mettre en place un programme antiparasitaire afin de prévenir les maladies liées aux parasites, et ce, tant pour les parasites internes qu'externes. Une grave infection parasitaire se détecte par une mauvaise condition physique de l'animal, un poil rêche et terne, en particulier chez les poulains, et la perte de poids, un abdomen légèrement ou moyennement distendu, apparence d'une bedaine de foin, des coliques, de la diarrhée et un retard de croissance. Les recherches démontrent que la résistance des parasites aux vermifuges pourrait être attribuée à la vieille approche visant à vermifuger tous les chevaux d'un cheptel en appliquant les produits en rotation toutes les 6 à 12 semaines. Il existe une méthode plus efficace, consistant à combiner une bonne régie des pâturages et un protocole de traitement spécifique aux chevaux et fermes particulièrement sensibles à certaines catégories de parasites. L'analyse des selles, la coprologie, qui vise à détecter les œufs des parasites, est un élément primordial du programme de lutte contre les parasites, mais les résultats doivent être interprétés par quelqu'un ayant une parfaite connaissance des cycles de leur vie. Par exemple, des vers immatures, larvaires, risquent d'engendrer des maladies avant même la détection des œufs. Pour ces raisons, vous devriez obtenir l'avis d'un médecin vétérinaire au sujet de la lutte contre les parasites externes pour vous assurer que votre programme est efficace. Les programmes de lutte contre les parasites varient, mais incluent normalement les éléments suivants: des examens fécaux pour identifier la charge de vers et estimer les niveaux de libération d'œufs de strongles par les différents chevaux, la vermifugation régulière de tous les chevaux ou le traitement ciblé des chevaux dont il est connu qu'ils ont une charge parasitaire élevée, des tests sur la réduction des nombres d'œufs afin d'évaluer l'efficacité des produits utilisés, ainsi qu'une bonne régie des pâturages, incluant l'enlèvement du fumier en temps opportun, le compostage du fumier pour détruire les œufs de parasites et la rotation des pâturages. Vous devez obtenir l'avis d'un médecin vétérinaire sur l'élaboration d'un programme de contrôle des parasites externes. Ce programme devrait tenir compte des facteurs de risque tels l'âge du cheval, la densité des animaux sur l'exploitation, la présence de parasites résistants aux médicaments, les conditions saisonnières ou géographiques et les pratiques connexes de régie, comme l'entretien des pâturages. Il faut tenir un registre des traitements antiparasitaires administrés dans le dossier de l'animal traité, en incluant le produit administré, la date du traitement, la dose et tout effet secondaire observé chez le cheval. Le Code prévoit que le registre et les reçus des traitements soient facilement accessibles. Passons maintenant à la section 4.2, chevaux malades, blessés ou en détresse. Pour cette raison, le dépistage précoce est un facteur essentiel de la réussite des traitements. La santé et la condition physique des chevaux devraient être régulièrement vérifiées en considérant leur travail ou leurs activités. Visitez les chevaux en boxe ou en groupe au moins 2 fois par jour afin de vérifier s'ils vont bien et sont en santé. Les observations peuvent être effectuées au moment de nourrir les chevaux ou pendant les autres tâches journalières. Observez régulièrement les chevaux au pâturage, bien que la fréquence des visites sera inférieure à celle des chevaux de l'écurie, qui sont vus chaque jour et sont faciles à approcher. Il est essentiel que les personnes responsables des chevaux possèdent une connaissance de base du comportement normal du cheval, qu'elles sachent discerner les signes de maladie ou de blessure et qu'elles connaissent les premiers soins à administrer. Les signes de maladie les plus courants comprennent un changement dans le comportement habituel de l'animal, léthargie, dépression, anxiété,
une diminution de la quantité de nourriture ingérée ou un changement dans la façon de s'abreuver, un changement dans la consistance des crottins, mous ou liquides, une perte ou un gain de poids inexpliqué, des signes de douleur ou d'inconfort, incluant la réticence à se déplacer, l'augmentation du rythme respiratoire et de la transpiration, des symptômes de colique, de la boiterie, de l'enflure, des écoulements aux yeux, aux oreilles ou aux naseaux, de la toux ou un souffle pénible et de la fièvre. Une fiche d'information sur les signes vitaux chez les chevaux et les ânes figure à la page des ressources. Les ânes et les mules sont des animaux stoïques par rapport aux chevaux. Ils sont donc moins susceptibles de montrer des signes de maladie. Chez ces animaux, une diminution ou une perte d'appétit est une source de préoccupation importante. Si un cheval vous semble être malade, blessé ou en détresse, vous devez agir immédiatement. En cas de doute concernant la santé de l'animal ou le traitement à administrer, consultez un médecin vétérinaire sans délai. Le Code exige que tous les équidés malades, blessés ou souffrants reçoivent sans délai un traitement approprié ou soient promptement euthanasiés. En ce qui concerne les chevaux malades, blessés ou en détresse qui ne montrent aucun signe d'amélioration, les propriétaires de chevaux ou les personnes qui en ont la garde doivent immédiatement obtenir des conseils vétérinaires sur les soins et le traitement appropriés ou prendre des dispositions pour l'euthanasie. Si l'on croit se trouver en présence d'une maladie à déclaration obligatoire selon les exigences fédérales, par exemple le virus de l'anémie infectieuse des équidés, ou si la présence d'une telle maladie est confirmée, on doit prévenir immédiatement les autorités concernées. Veuillez consulter le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour de plus amples renseignements à www.inspection.gc.ca. D'après les recommandations du Code, vous devriez consulter un médecin vétérinaire si les signes vitaux d'un cheval semblent anormaux pour un motif inconnu ou lorsque le cheval présente des symptômes de maladie. Placez les coordonnées régulières du médecin vétérinaire et celles pour la période en dehors des heures de bureau à un endroit où les employés pourront les consulter facilement. Connaître à l'avance l'itinéraire vers l'hôpital vétérinaire le plus proche, prévoir un moyen de transport si vous ne possédez pas de remorque vous-même et prévoir des trousses de premiers soins, dont une à la ferme et une dans le véhicule de transport, en vous assurant que le personnel sait où elles se trouvent et comment les utiliser. Si vous devez vous absenter de la ferme pour une longue période, confiez la responsabilité des décisions de régie sanitaire à une personne compétente. Lorsque vous devez soigner un cheval malade ou blessé, consultez une personne d'expérience ou toute autre personne qualifiée en matière de contention sécuritaire pour traiter un cheval et mettre à la disposition du médecin vétérinaire traitant un moyen de contention adéquat, soit en attachant le cheval ou en le plaçant dans une cage de contention. Prévoyez d'aménager un enclos ou un box isolé pourvu d'un abri et d'une litière confortable pour avoir accès aux chevaux blessés, malades ou convalescents. Cela vous permettra de vous approcher du cheval et de le surveiller facilement pendant son traitement et sa convalescence, tout en lui offrant une protection contre les intempéries et les autres chevaux. Les chevaux malades, blessés et ou en convalescence doivent être surveillés au moins 2 fois par jour. Toutes les fermes devraient avoir des installations permettant de séparer les animaux malades ainsi que les nouveaux arrivants à la ferme pendant leur période de quarantaine. Et enfin, comme en médecine préventive, tous les traitements doivent être consignés par écrit, notamment l'identification de l'animal traité, la date du traitement, la raison du traitement, le produit utilisé et la dose, le délai de retrait, le cas échéant, et tout effet indésirable observé chez le cheval. Les coliques sont probablement le trouble le plus communément observé par les propriétaires de chevaux. Elles signalent un trouble abdominal douloureux chez le cheval. Bien que les épisodes de coliques varient en intensité, chaque occurrence doit être prise au sérieux.
Les symptômes les plus courants d'une colique sont les suivants. Le cheval se couche, se roule et se lève de façon répétitive ou tente de le faire. Il se regarde le flanc, se mord, se frappe le ventre ou gratte le sol. Le cheval s'étire comme pour uriner, mais n'urine pas. Il perd l'appétit et ou semble déprimé. Il est en diarrhée ou la consistance de ses selles change. Il transpire sans faire d'effort physique. Pour réduire le risque de colique, vous devez fournir de l'eau propre et bonne au goût en tout temps. La consommation d'eau est vitale pour la santé intestinale des chevaux. Maintenez une routine quotidienne d'alimentation, de sortie et d'exercice. Les animaux se portent toujours mieux lorsqu'ils reçoivent leur repas à heure fixe et qu'ils sont dérangés le moins possible. Assurez-vous de servir une nourriture de qualité, composée principalement de fourrage et en limitant l'apport d'aliments à base de céréales. Lorsque vous servez un concentré de grains, répartissez la ration quotidienne en 2 repas ou plus. Évitez de déposer les aliments directement au sol, en particulier sur un terrain sablonneux, car l'ingestion de sable peut déclencher des coliques. Assurez-vous que les aliments sont frais et exempts de moisissures et adoptez un programme de lutte antiparasitaire en consultation avec un médecin vétérinaire. Les maladies transmissibles sont des maladies qui peuvent se propager d'un animal à l'autre par contact direct ou par des moyens indirects, tels que les insectes. Les 2 maladies transmissibles les plus courantes chez les équidés sont les infections respiratoires et l'anémie infectieuse des équidés, également appelée fièvre des marais. Tout cheval présentant des signes de maladie contagieuse soupçonnés ou confirmés doit être isolé immédiatement. Vous devriez aussi obtenir un diagnostic, administrer un traitement et prévenir tous les propriétaires de chevaux qui auraient pu avoir été en contact avec le cheval infecté. Les jeunes chevaux et ceux qui sont appelés à cohabiter avec d'autres, par exemple lors de compétitions équestres ou dans des écuries à forte circulation, sont particulièrement à risque de contracter des infections respiratoires telles que la grippe équine, la rhinopneumonie et la gourme. Celles-ci peuvent se transmettre dans l'air ou par simple contact nasal, par les mains ou par des objets contaminés tels que les vêtements, les outils et les équipements comme les seaux d'alimentation et d'abreuvement et les accessoires de pansage. Les symptômes comprennent de la fièvre, de la léthargie, des écoulements nasaux, de la toux et l'enflure des ganglions sous la mâchoire, et ce, particulièrement dans le cas de la gourme. Dans certains cas de maladie, l'infection peut être propagée par des chevaux ne présentant pas de signes cliniques. Pour cette raison, des tests sont souvent nécessaires pour obtenir un diagnostic définitif. Le délai entre l'exposition à l'infection et l'apparition des symptômes, soit la période d'incubation, varie de quelques jours à 2 semaines. Des périodes de repos prolongées sont souvent requises afin de prévenir l'apparition de problèmes chroniques. Lorsqu'ils sont adéquatement soignés, la plupart des chevaux se remettent sans conséquences particulières, mais le risque de développer des complications fatales est toujours présent. Les chevaux qui manifestent des symptômes d'infection respiratoire doivent être placés en quarantaine stricte et ne doivent pas être mis au travail jusqu'à l'obtention d'un diagnostic et d'un protocole de traitement ou de régie précis. L'anémie infectieuse des équidés, AIE, également appelée fièvre des marais, est une maladie virale contagieuse transmise par le sang. Les symptômes les plus courants sont la fièvre et l'anémie. Les chevaux peuvent sembler être en bonne santé, mais être néanmoins porteurs de la maladie. Cette maladie est le plus souvent transmise entre les chevaux par les insectes qui se nourrissent de sang, tels que les moustiques. Elle peut également se transmettre par l'usage d'instruments contaminés, par exemple des aiguilles, ou par transfusion de sang ou de produits sanguins non testés. Malheureusement, il n'existe pas de vaccin ni de traitement homologué pour l'AIE. Le dépistage est toutefois fortement recommandé, particulièrement dans les régions où des cas ont été signalés, afin de prévenir la propagation de la maladie. Un test sanguin positif, connu sous le nom de test de Cogan, permet de confirmer les animaux infectés. La confirmation d'un résultat négatif au test de dépistage de l'AIE est requise pour l'exportation des chevaux, de même que pour l'inscription à plusieurs compétitions,
et pour l'admission dans les centres équestres publics. L'AIE est une maladie à déclaration obligatoire au Canada. Tout cas soupçonné ou confirmé doit être déclaré à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA. Les chevaux qui sont diagnostiqués porteurs de l'AIE doivent être placés en quarantaine permanente ou euthanasiés, conformément au protocole de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Le prochain aspect de la régie de soins de santé que nous aborderons est celui des soins dentaires. Ces soins sont importants pour la santé globale de votre cheval, car la plupart des problèmes dentaires provoquent de la douleur et affectent le bien-être des chevaux, en causant une perte de poids, par exemple. Une bonne hygiène dentaire permet aux chevaux de mieux s'alimenter, de travailler correctement et d'être en meilleure santé. Les chevaux devraient être soumis à un examen dentaire au moins une fois par année et recevoir des soins dentaires adéquats s'il y a lieu, comme par exemple un rapage de dents. Les jeunes chevaux et les chevaux âgés, de même que ceux souffrant de problèmes dentaires, pourraient avoir besoin d'examens plus fréquents. Les soins dentaires doivent être dispensés uniquement par un médecin vétérinaire ou un technicien qualifié sous la supervision directe d'un médecin vétérinaire. Reportez-vous aux réglementations provinciales pour plus de détails. Vous devez surveiller vos chevaux régulièrement pour repérer tout signe de problème dentaire. Les signes de problème dentaire comprennent une perte de poids inexpliquée, un débordement de nourriture durant la mastication, de la réticence ou lenteur à s'alimenter, un hochement inhabituel de la tête pendant la mastication, une présence accrue de fibres longues dans le crottin, de la résistance à la bride ou au mors en raison de douleurs, une enflure au niveau de la ganache ou du maxillaire supérieur ou inférieur, une mauvaise odeur qui émane de la bouche ou des naseaux et une salivation excessive, bave. Un cheval présentant des problèmes dentaires doit être examiné et traité. La section 4.4 du Code est consacrée aux boiteries. Aux fins du présent Code, une boiterie se définit par une altération de l'allure du cheval qui semble être causée par de la douleur ou de l'inconfort. Elle se manifestera également par un changement d'attitude dans le travail, le refus de se déplacer ou des hochements de tête. La boiterie peut être évaluée au pas, sur une ligne droite et en tournant dans les deux directions. Si la boiterie n'est pas grave, il peut être nécessaire de faire une évaluation au trot. La boiterie est une préoccupation importante en ce qui a trait au bien-être du cheval. En identifier la source est essentiel pour en déterminer le traitement approprié. Un examen et un diagnostic rapide améliorent le bien-être du cheval, évitent les complications et peuvent épargner temps et argent. Il est préférable de faire appel au service d'un médecin vétérinaire pour poser le diagnostic de la cause de la boiterie et administrer le traitement approprié. Toute boiterie doit être traitée par des mesures correctives, soit en administrant au cheval des soins thérapeutiques spécifiques et ou en modifiant la régie ou la charge de travail. La boiterie peut être traitée de diverses façons, notamment par le repos, l'administration de médicaments, une intervention chirurgicale, le parage et le ferrage correctif, les exercices de réadaptation et le contrôle de la douleur. La cautérisation profonde ou pointe de feu, qui consiste à appliquer de la chaleur ou du froid intense ou à verser un produit acide ou caustique sur une blessure à la jambe, est déconseillée pour le traitement d'une boiterie. La procédure elle-même est douloureuse et très peu de rapports scientifiques démontrent les avantages de cette méthode. Comme dans bien d'autres situations, mieux vaut prévenir que guérir. Vous pouvez diminuer le risque de boiterie en prenant en considération l'état physique et la santé du cheval au moment d'établir le type et la charge de travail auquel il sera soumis, en vous assurant de ne pas exercer ou entraîner excessivement un jeune cheval, en accordant au cheval des pauses suffisantes entre les séances de travail et en ayant une surface adéquate dans les aires d'exercice et les enclos de mise en liberté, en veillant à prodiguer des soins réguliers aux sabots, en favorisant une guérison rapide des blessures mineures et en accordant au cheval une période adéquate de repos.
L'une des conditions les plus graves entraînant une boiterie est la laminite, communément appelée la fourbure. La fourbure est une maladie grave qui cause une inflammation du pied susceptible d'engendrer une vive douleur, une croissance anormale du pied et une boiterie. Si elle n'est pas traitée ou si le traitement se révèle inefficace, la fourbure peut entraîner des altérations permanentes de la structure du pied, une irrégularité des allures et des épisodes récurrents ou continuels de douleur au pied. La douleur causée par la fourbure peut devenir suffisamment grave pour nécessiter l'euthanasie du cheval par compassion. Les causes connues ou soupçonnées de fourbure comprennent notamment l'excès de grains, l'obésité, une infection comme une forte diarrhée, le syndrome métabolique équin, le syndrome de Cushing-Équin et la percussion du sabot de façon répétée sur un sol dur. L'alimentation est l'une des principales causes de fourbure, particulièrement lorsque les chevaux broutent dans un pâturage abondant ou lorsqu'ils reçoivent une ration riche en sucre, en amidon et en fructane. La fourbure grave se constate par les signes suivants: boiterie, y compris une allure précautionneuse et raide, chaleur perceptible et ou présence de pulsations dans le pied au toucher, au niveau du pâturon ou du boulet, transfert de poids sur les postérieurs et étirement des antérieurs vers l'avant, réticence aussi à donner les pieds. Les chevaux atteints de fourbure doivent bénéficier d'un programme de régie adapté pour le reste de leur vie et recevoir un traitement approprié qui peut inclure la prise de médicaments, la surveillance de leur alimentation et l'entretien adéquat des sabots. Vous pouvez réduire les risques de fourbure en adoptant les stratégies suivantes. La première, qui est aussi la plus importante, est de ne pas laisser votre cheval devenir trop gras. Il faut donc s'assurer de le maintenir dans un état corporel optimal en l'alimentant selon ses besoins énergétiques, s'assurer que tout changement alimentaire s'effectue de façon graduelle, réduire l'accès du cheval à risque au pâturage riche en herbes grasses et entreposer la moulée en lieu sûr, de manière à ce que les chevaux ne puissent y avoir accès. Aussi, si un cheval a eu libre accès à de la moulée, il faut communiquer immédiatement avec un médecin vétérinaire sans attendre l'apparition des symptômes de fourbure. Si vous avez un cheval atteint de fourbure, consultez votre médecin vétérinaire pour déterminer les soins spéciaux qui pourraient être nécessaires. Les chevaux atteints de fourbure sont particulièrement à risque de développer de nouveau la maladie et surtout, sachez que la condition peut devenir chronique. Établissez une bonne communication entre le médecin vétérinaire et le maréchal ferrant afin de déterminer si un parage ou un ferrage correctif est requis. Nous arrivons maintenant à la dernière sous-section du chapitre sur la régie des soins de santé. Elle est consacrée à l'évaluation de l'état corporel. L'indice d'état corporel est un outil qui permet de déterminer si un animal est trop maigre ou si son état corporel est idéal. Pour obtenir correctement cette donnée, on doit procéder à une palpation et à une évaluation visuelle des régions anatomiques particulières les plus influencées par un changement de graisse corporelle. Les chevaux en piètre état corporel sont excessivement maigres parce qu'ils sont sous-alimentés, malades, fortement parasités ou qu'ils souffrent de problèmes dentaires. Les chevaux en mauvais état corporel sont moins aptes à supporter des températures froides et devraient donc disposer d'un abri supplémentaire. Il est aussi possible qu'ils ne tolèrent pas de vivre à l'extérieur en hiver. À l'autre extrémité du spectre, l'obésité observée chez les chevaux est souvent causée par une suralimentation systématique. Les chevaux gras, dont l'indice d'état corporel est de 8, ou extrêmement gras, dont l'indice d'état corporel est de 9, auront tendance à souffrir de fortes transpirations par temps chaud et de tensions aux membres et aux pieds. L'obésité est également un facteur de risque associé à la fourbure, comme discuté précédemment. Les ânes, les poneys et les chevaux miniatures en surpoids présentent un risque élevé d'hyperlipidémie lorsqu'ils sont affamés. Par conséquent, toute réduction de l'apport alimentaire visant à réduire l'indice d'état corporel doit être graduelle.
L'indice d'état corporel peut avoir un effet sur la fertilité. L'efficience reproductive est maximisée en maintenant les juments à un indice d'état corporel compris entre 5 et 7 tout au long des périodes de reproduction, de gestation et de lactation. Les juments poulinières trop maigres, dont l'indice d'état corporel est de moins de 5, au début de la saison de reproduction ou au moment de la mise bas, ont des taux de conception et de gestation plus faibles. Elles risquent également de subir une perte de poids excessive durant la lactation. L'augmentation de l'apport d'énergie alimentaire aux juments poulinières maigres durant la lactation peut améliorer leur performance lors de la prochaine saison de reproduction. Une accumulation excessive de graisse corporelle, soit un indice d'état corporel de 7 au moment de la mise bas, n'a pas d'incidence sur des problèmes pendant le poulinage. Actuellement, les chevaux sont notés sur une échelle de 1 à 9 et les ânes selon une échelle de 1 à 5. Selon l'utilisation, la race et l'étape du cycle de vie du cheval, un profil d'indice d'état corporel de 4 à 6 sur 9 est recommandé pour les chevaux miniatures et les poneys. Pour les mules et les ânes, un indice d'état corporel de 3 sur 5 est recommandé. Un excellent moyen de surveiller la santé de votre cheval et de déterminer si vos méthodes d'élevage contribuent efficacement à maintenir son état général consiste à évaluer son état et à le peser. Cela ne prend que quelques minutes et peut être fait dans le cadre des soins que vous apportez habituellement à votre cheval. Dr. Don Hennecke a mis au point une méthode d'évaluation qui attribue une valeur numérique de 1 à 9 aux chevaux en fonction de leur épaisseur de tissu adipeux mesurée à des endroits précis du corps. L'évaluation de l'état corporel des ânes et des mules est différente car leurs tissus adipeux sont répartis différemment. L'état corporel des ânes et des mules est noté sur une échelle de 1 à 5. Les deux méthodes s'appuient sur l'évaluation visuelle de l'animal et sur le toucher pour évaluer l'épaisseur de graisse à 6 emplacements: le rein, les côtes, l'attache de la queue, le garrot, l'encolure et les épaules. La notation de l'état physique s'apprend rapidement et s'améliore avec l'expérience. La première étape consiste à évaluer visuellement l'état corporel du cheval. Vous devez vous tenir debout, face au cheval et regarder l'animal dans son ensemble, en particulier au niveau des côtes. Si les côtes sont apparentes, l'indice d'état corporel sera probablement inférieur à 5 ou 1 dans le cas des ânes et des mules. Si les côtes ne sont pas apparentes, l'indice d'état corporel du cheval sera probablement supérieur à 5 ou supérieur à 2 dans le cas des ânes ou des mules. L'étape 2 consiste à palper ou à sentir au toucher les parties du cheval qui changent en fonction de l'épaisseur de graisse. Il est important de palper le cheval pour déterminer précisément son état de chair, car un épais pelage d'hiver peut cacher une grande maigreur. En outre, lorsqu'un cheval a froid, son pelage s'épaissit, ce qui donne l'impression qu'il est en meilleur état de chair. En utilisant l'information de la méthode de notation fournie dans le Code de pratique des équidés ou dans la section des ressources de ce site Web, commencez par évaluer l'épaisseur de graisse autour de l'encolure. Dans cette partie du corps, la graisse est ferme au toucher. Après avoir évalué l'encolure, passez au garrot et vérifiez s'il y a des dépôts de graisse sur les structures osseuses de cette partie du corps. Dans la région des épaules, la graisse sera plus molle au toucher qu'ailleurs. Lorsque vous parviendrez à la région des côtes, vous palperez la peau le long des côtes en vous dirigeant de l'avant du cheval vers la pointe de la hanche. En général, chez un cheval ayant un état corporel optimal, on peut facilement sentir les côtes en les palpant, mais elles ne sont pas apparentes. Palpez ensuite le dos. Une échine dorsale pointue ou angulaire dénote un indice d'état corporel inférieur à 5 chez les chevaux ou inférieur à 2 chez les ânes et les mules. À l'inverse, un bourrelet de graisse indique un indice d'état corporel de 7 ou plus chez les chevaux et de plus de 3 chez les ânes et les mules. Enfin, palpez le point d'attache de la queue.
Chez un cheval en bon état de chair, ayant un indice de 4 ou 5, la graisse doit être spongieuse au toucher. L'étape 3 consiste à noter l'information dans un registre. La tenue d'un registre pour chaque animal vous aidera à suivre l'évolution des changements dans le temps et, le cas échéant, à évaluer l'efficacité des mesures correctives que vous avez apportées. Examinons maintenant un cheval ayant un indice d'état corporel optimal, soit 5. Le corps est d'apparence lisse et uniforme, les côtes ne ressortent pas mais sont perceptibles au toucher. Le dos est plat et ne comporte pas d'arête visible. Le garrot est arrondi, les épaules et l'encolure se fondent parfaitement au reste du corps. Enfin, la graisse autour du point d'attache de la queue est spongieuse et les muscles des postérieurs sont bien en évidence. Ce cheval présente un indice d'état corporel de 7, car vous pouvez voir que les côtes sont difficiles à percevoir au toucher, qu'il y a un renfoncement dans le bas du dos et que la croupe est bien enveloppée de graisse. La graisse autour de l'attache de la queue est très spongieuse, tandis que la partie située le long du garrot et derrière les épaules est remplie de tissu adipeux. On observe un épaississement notable de l'encolure et des dépôts de graisse le long de la partie interne des cuisses. Examinons maintenant un âne ayant un indice d'état corporel optimal, soit 3. Lorsque nous évaluons l'état corporel des ânes et des mules, nous évaluons les mêmes parties du corps que chez les chevaux. L'encolure et les épaules sont bien enveloppées de muscles et les os sont perceptibles sous une légère épaisseur de muscles et de graisse. La nuque se fond dans les épaules qui sont arrondies. Le garrot est couvert de muscles ou de graisse au niveau de la colonne vertébrale et la transition entre le garrot et le dos est graduelle. Les côtes sont recouvertes d'une légère épaisseur de graisse ou de muscles et sont perceptibles au toucher sous une légère pression. Le ventre est ferme et présente un bon tonus musculaire et un contour arrondi et lisse. En palpant le dos et les reins, vous ne pourrez pas sentir les vertèbres de l'échine. Les muscles de chaque côté de la ligne médiane sont fortement développés. L'arrière-main est entièrement couverte de muscles. Les os des hanches ont un aspect arrondi et sont perceptibles sous une légère pression de la main. L'évaluation de l'état corporel peut sembler difficile à accomplir au début, mais une fois que vous aurez acquis un peu d'expérience, l'évaluation d'un animal devrait vous prendre moins d'1 minute. Voici quelques exemples pour vous exercer. Les propriétaires et les soignants doivent surveiller en permanence l'indice d'état corporel des animaux dont ils ont la garde. Si vos chevaux sont couverts, vous devez retirer la couverture régulièrement pour inspecter leur état corporel et leur état de santé général. Visez les fourchettes idéales suivantes d'indice d'état corporel pour les chevaux. Poulain avant et après le sevrage, de 4 à 5. Poulinière pendant la reproduction, la gestation et la lactation, de 5 à 7. Étalon, principalement au début de la saison de reproduction, de 5 à 7. Chevaux de trait et de concours, travail à la ferme, course, endurance, de 4 à 6. Comme les humains, certains chevaux prennent facilement du poids, tandis que d'autres peuvent avoir du mal à conserver leur poids. Il peut être difficile de nourrir les chevaux en groupe avec de tels extrêmes. Vous pourriez devoir adopter des routines et aménager des points d'alimentation distincts
faute de quoi il sera pratiquement impossible de trouver un juste milieu. Gardez un registre pour repérer facilement les animaux qui ne correspondent pas à leur fourchette idéale d'indice d'état corporel, en déterminer la cause et prendre des mesures correctives. Les chevaux âgés ou malades, les juments qui allaitent, les chevaux qui travaillent, ainsi que ceux qui ont des problèmes de dents, sont des exemples de chevaux qui sont plus à risque de perdre du poids. Au contraire, les poneys, les chevaux en pâturage à volonté et les chevaux inactifs sont plus à risque de devenir obèses. Dans le cas des chevaux et des poneys, il faut prendre des mesures correctives lorsque leur indice d'état corporel se situe à 3 ou moins et à 8 ou plus sur une échelle de 1 à 9, à l'exception des chevaux en parc d'engraissement qui n'ont pas de problème de santé associé à l'obésité. Pour les ânes et les mules, des mesures correctives doivent être prises à un indice d'état corporel de 2 ou moins et à un indice d'état corporel de 4 ou plus sur une échelle de 1 à 5. Un médecin vétérinaire doit être consulté si l'animal ne répond pas à la mesure corrective. Pour augmenter l'indice d'état corporel au niveau optimal, demandez conseil à un nutritionniste, à un professionnel équestre expérimenté et averti ou à un médecin vétérinaire. S'assurer que l'augmentation de l'apport énergétique n'excède pas 10 à 15 % par semaine. Donner aux chevaux dont on souhaite augmenter l'indice d'état corporel un apport supplémentaire de fourrage avant d'ajouter des concentrés à sa ration. Servir aux chevaux plus difficiles à engraisser du foin à haute teneur en énergie digestible et un supplément énergétique sous forme de concentré avec un apport en matière grasse. Lorsque vous souhaitez réduire l'indice d'état corporel des chevaux, vous devez d'abord demander conseil à un nutritionniste, à un professionnel équestre expérimenté ou à un médecin vétérinaire. Puis vous devez vous assurer que la diminution de l'apport énergétique ne dépasse pas 10 à 15 % par semaine. Instaurer un programme de perte de poids comprenant d'abord la réduction ou l'élimination des concentrés. L'apport énergétique doit être réduit sans diminuer l'absorption quotidienne en aliments secs à moins de 1,5 % de la masse corporelle optimale. Envisager de servir du foin plus âgé à un cheval ayant tendance à gagner du poids s'il reçoit déjà une ration uniquement faite de foin. Augmenter le niveau d'activité du cheval. Une telle augmentation de l'activité physique doit être graduelle. Vous devez éviter que les chevaux ingèrent trop de nourriture en limitant l'accès au pâturage, en gardant le cheval sur un terrain sans herbe pendant une partie de la journée ou en lui faisant porter une muselière destinée à l'empêcher de brouter. Il ne faut jamais laisser les chevaux ou les ânes sans manger pendant de longues périodes dans le but de réduire leur indice d'état corporel. Toute restriction alimentaire visant à réduire l'indice d'état corporel doit être graduelle. Étant donné que les chevaux âgés sont plus à risque de perdre du poids sous l'effet de l'activité physique, vous devez obtenir conseil auprès d'un médecin vétérinaire s'ils sont émaciés. Les chevaux et les poneys émaciés ont un indice d'état corporel, IEC, de 1 ou 2 sur une échelle de 9, tandis que les ânes et les mulets émaciés ont un IEC de 1 sur une échelle de 5. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le code de pratique des équidés.